Qu'est-ce que tu fais? Je prends l'air, papa. Je respire. Encore? Encore, oui. Ça t'ennuie? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne savais pas que tu manquais d'air à ce point. Eh bien, tu vois. Ça fait à peine 1 heure qu'on a repris la route. Et alors? Et alors rien. Tu es malade? Pardon? Je te demande si tu es malade. Quand on ne peut plus respirer normalement, c'est qu'on est malade. Alors je te pose la question, es-tu malade, mon fils? Mais non. Ou plutôt si, tiens. Je suis très malade. Je suis malade à en crever. Je suis malade du béton, de la vie qui passe et de la semaine de 40 heures. Ça te convient, ça? Je suis malade des feux verts qui passent au rouge et des fins de mois difficiles. Ah, putain! Qu'est-ce qu'on est bien au soleil! Tu as des fins de mois difficiles? C'est une façon de parler. Oh, alors comme ça, tu as des façons de parler avec ton père. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a décidé de me faire chier aujourd'hui. Et toi, ça va? Non, évidemment. C'est existentiel alors. Mais qu'est-ce qui est existentiel? Ton mal. Mais quel mal? Ton mal. Tu me dis que tu es malade des feux rouges, du monde moderne. Alors je m'informe, je m'intéresse à toi si tu préfères, c'est normal. Mais je n'ai rien. C'est toi tout à l'heure qui m'as demandé si... Enfin... Bon, et puis ça n'a aucune importance. Tout ce que je sais, c'est que ce soleil me fait du bien. Alors, c'est existentiel ou ce n'est pas existentiel? C'est existentiel, papa, c'est comme tu veux. Comme Et ça alors te fait plaisir. C'est parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Rien, mon fils, rien du tout. Tu vois, là, devant moi, il y a une dizaine de vaches, des champs, de je ne sais pas trop quoi, et d'ailleurs je m'en fous. Il y a un petit bois sur la gauche, un clocher dans le lointain, il y a un coin de ciel bleu, un léger vent chaud. Au fond, c'est peut-être ça, le bonheur. Bon, je ne parle pas du vrai bonheur, évidemment, mais du bonheur quand on en parle, du plaisir de l'instant. En tout cas, moi, ça me fait de l'effet. Alors je me dis que ça serait idiot de ne pas en profiter. Tu as peut-être raison. Il paraît qu'il y a plein de paysans qui se font chier à longueur de vie en regardant l'herbe et en écoutant le silence. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Ça me repose la tête. Je suis bien. Je jubile bêtement, c'est possible, mais je jubile. Jubile, mon fils, jubile. L'essentiel, c'est que ça te donne l'illusion d'être heureux. Oh, mais j'adore cette illusion. De toute façon, le samedi, c'est un bon jour pour se faire des idées plutôt agréables sur le monde. Il devrait toujours faire bon en fin de semaine. Et d'ailleurs, si tu veux mon avis, bah tu ferais bien d'en profiter toi aussi. S'aérer n'a jamais fait de mal à personne. Allez, remue-toi, papa. Sors de cette voiture, viens respirer l'air pur. Non, Comment ça? Non. je ne le sens pas. Depuis ce matin, tu es collé au siège de cette bagnole comme du miel sur une tartine. Est-ce que tu crois vraiment que c'est raisonnable? Tu vas finir avec une crampe, voilà ce qui va se passer. Et puis d'ailleurs, à ton âge, c'est très mauvais d'être immobile. Enfin, tu vois ce que je veux Je dire. comprends, mon fils, je comprends. Alors, tu viens? Non, Et puis je t'avais dit de mettre un polo et un pantalon clair. C'est toujours mieux d'être à l'aise quand on fait de la voiture. C'est une chose évidente, papa, ça se fait, tout le monde te le dira. Quand on voyage, on met une tenue de voyage. je suis très bien comme je suis. Eh bien, tu n'es pas difficile. Excuse-moi de te le dire, papa. Mais ce costume d'employé des pompes funèbres, c'est sinistre. Je suis désolé que ça te déplaise. Sans compter que depuis qu'on est parti, tu ne joues pas précisément les marrants, hein? On a bien dû échanger une dizaine de mots en 500 km. Et je suis large. À chaque fois que je double une voiture, tu serres les genoux. Quand j'accélère, tu regardes le compteur d'un air douloureux. Et quand je te demande si ça va, tu hoches la tête et tu dis oui comme si tu disais non. Est-ce que tu crois franchement que c'est plaisant? Je n'ai pas le cœur à rire, je suis désolé. Et alors? Mais je ne te demande pas de me raconter des histoires drôles. Je te demande simplement d'être un voyageur agréable. C'est-à-dire souriant, détendu. Un passager qui donne l'impression de se soucier de celui qui conduit la voiture. C'est quand même pas la lune, non?
Alors c'est pour ça que tu t'arrêtes si souvent. Parce que tu t'ennuies avec moi. Oh, bien sûr que non. Mais je compense. Tu m'en veux? Ah non, papa, pas ça, je t'en prie, hein, ne me pose pas en plus ce genre de questions idiotes, tu me feras plaisir. J'avoue que je suis beaucoup moins drôle depuis que je suis veuf. Il faut prendre sur toi. Et puis, je déteste les voyages. Celui-là, c'est toi qui l'as voulu, je suis désolé. C'est vrai. Et tu m'as fait toute une théorie pour me démontrer qu'il fallait que je t'accompagne. Alors moi, bonne poire, bon fils, j'accepte. Résultat, j'ai l'impression de voyager seul, avec un ectoplasme à la place du mort. C'est très agréable. Mais si je t'ennuie tellement, hein, tu n'as qu'à m'abandonner au bord de la route comme un vieux chien qui a pissé sur la banquette arrière. Oh, mais ça, c'est intelligent. D'abord, si je me tais, c'est que je n'ai rien à dire. Bien, papa. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je dirais quelque chose, puisque de toute façon, tout ce que j'ai à dire ne t'intéresse pas. Ah ben, c'est nouveau, ça. Exactement. Hein, je te fais remarquer que Porte de Bercy, c'est-à-dire après 3 kilomètres de route, hein, lorsque j'ai essayé de te raconter quelques menus souvenirs de mon glorieux passé de résistant à la barbarie nazie, tu t'es mis à soupirer. Je dis bien soupirer, comme si c'était la fin du monde. Et puis tu m'as dit que ce que tu aimais le moins chez moi, c'était mes souvenirs. Mais tu m'as raconté tout ça des dizaines de fois. Mais une fois de plus, ça ne fait pas de mal. Imagine-toi, mon pauvre papa, que je suis largement au courant que tu es un héros. Ça n'est vraiment pas la peine d'en rajouter, je te remercie. En tout cas, moi, quand on me dit de me taire, je me tais. Mais si ça peut te faire plaisir, après tout, si tu insistes, hein, si tu veux du bonheur et du plaisir pour pas cher, je peux aussi bien me déguiser en vieillard désopilant, histoire de t'agrémenter la conduite. Et ça continue. Je ne veux rien. Tu connais la blague de l'allemand, de l'anglais, du français et du juif dans un ballon dirigeable? Oh non, papa, s'il te plaît. Je suis certain que ça va te plaire. Alors, il y a un allemand, un anglais, un français et un juif dans un ballon dirigeable. Les juifs, ça n'est pas une nationalité, papa. Enfin, je sais ça, Julien. Hein, je te raconte une histoire drôle, pas une histoire juste. C'est pour rire. Tu vas voir, c'est désopilant. Hein. Bon alors, tout à coup, le ballon perd de l'altitude. Mais forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Alors l'anglais dit, ah, ça ne veut pas se croiser, il faut jeter le lest. Alors, il prend sa valise, il la balance par-dessus bord, mais le ballon perd toujours de l'altitude. Alors le français dit, ah, si on ne veut pas s'écraser, il faut jeter du lest. Alors lui aussi, il prend sa valise, il la lance par-dessus bord, mais le ballon perd toujours de l'altitude. Alors, l'allemand dit, ah, si on ne veut pas s'écraser, il faut jeter le lest. Alors, tu sais ce qu'il fait? Oui, je sais ce qu'il fait. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, et puis non, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais réfléchis. Je suppose qu'il jette le juif. Ah bon? Tu la connaissais? Non, mais toi, je te connais. Je te ferai simplement remarquer que nous venons de passer la frontière allemande. Et alors? Mais alors, rien. Allez, arrêtons de discuter maintenant. Viens au moins regarder ce paysage. C'est enchanteur, je te dis. Je ne suis pas sûr que cette campagne-là me plaise, vois-tu? Je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas fou de l'herbe allemande, Julien, je regrette. Enfin, c'est ridicule. Quand c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas d'idéologie dans la verdure. Qu'est-ce que tu en sais? Rien. Rien du tout, effectivement. Je vais essayer de voir où on est sur la carte. On est perdu? Quand on a une carte, on n'est jamais perdu. Allez, un petit sourire. On n'est pas bien là, tous les deux? Si, si. Je suis content d'être avec toi. Et moi aussi, mon fils. Le tout, c'est de trouver le meilleur moyen d'être bien ensemble. C'est vrai? Allez, embrasse-moi. Je me doutais bien qu'on était perdu. Hein. Mais non. Avec ton idée fixe aussi de ne pas prendre les autoroutes. Un petit peu d'aventure n'a jamais fait de mal à personne. Et puis moi, j'aime bien les petits chemins sympas. On ne se serait sûrement pas perdu si on avait pris l'autoroute. Oui, mais ça aurait été moins drôle. Ça ne serait pas perdu, on serait allé plus vite.
On serait même peut-être déjà arrivé, oui, mais toi, hein, tu as un cœur de globetrotters. Tu testes les chemins creux, tu musardes en terre étrangère, tu joues les touristes insaisissables. Tu me rappelles ta mère, charmante à Paris, insupportable en voyage. Curieuse de tout et de n'importe quoi. Elle pensait qu'il suffisait de prendre une route départementale pour vivre une aventure. Fascinée avec l'idée de trouver une plage déserte, un restaurant oublié, un château pas écrit sur les guides. Ça, on peut dire qu'on en a passé des vacances à chercher le meilleur endroit pour passer nos vacances. Hein. Tiens, je me rappelle une fois, en Égypte, ça devait être en 60 ou en 61, hein. On s'apprêtait à remonter le Nil. Et soudain, ta mère me dit, tu sais ce qu'elle me dit? Non. Elle me dit, le Nil, on s'en fout, mon chéri. Il doit bien y avoir une petite rivière, plus typique et surtout moins empruntée. C'est marrant, non? Très marrant, oui. C'est plus que marrant, mon fils. C'est très, très drôle. Ta mère aurait tellement aimé regarder cette carte avec toi, Julien. Elle aurait tellement aimé vivre encore un peu. Enfin. Putain de cancer. C'est une carte française ou une carte allemande? Je ne sais pas. Si c'est une carte allemande, il y a écrit München. Si c'est une carte française, il y a écrit Munich. Et il y a écrit les deux. Alors c'est sûrement une carte suisse. Mais c'est ça, oui, c'est suisse. Dommage que ça soit pas une carte allemande. Hein. Ils sont bons pour les cartes, les Boches. Ils connaissent les chemins qui vont quelque part, surtout chez les voisins. Pour ça, ils ne se sont jamais fait prier. Tu ne pourrais pas éviter de dire les Boches quand tu parles des Allemands. Je fais ce que je peux, mon fils. Moi, je ne suis pas du genre à oublier les choses simplement parce que le temps passe. Ah bah c'est ce que je vois, oui. Tu n'as pas de chance, au fond. Je suis un père veuf, ennuyeux, sénile et revanchard. Bon, ça m'étonnerait que tu sois sénile. Le seul problème, c'est qu'en 40 ans, les Boches, comme tu dis, ont gagné au moins le droit de redevenir des Allemands normaux. Quand je serai mort, ils redeviendront ce qu'ils voudront. Ils auront tout le temps de vivre leur vie d'Allemands ordinaires et grande bien leur face. En tout cas, tant qu'on n'a pas assassiné ma mémoire, moi je les appellerai comme j'ai envie. Bien, mais alors appelle-les en silence, tu me feras plaisir. Oh, la belle génération d'amnésiques. Allez, messieurs, dames, tout est oublié. Le casque à pointe, les V1, les restrictions, les rafles. Les enfants abandonnés sur la route de l'Exode, l'étoile jaune, le train de la mort, la solution finale, les fusillés. Voici venu le temps de la réconciliation. Embrassons-nous calmement et serrons-nous la main en attendant calmement la prochaine guerre. Hein. M'écoute, Julien? Je t'entends, oui. Ah. Et tu ne dis rien? Je compatis. C'est gentil. Oui. Je peux te dire quelque chose. Bah, évidemment. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Ça dépend. Bon. Je sais bien que le moment est peut-être mal choisi, mais enfin... Tes vieilles histoires, ça m'emmerde. Ah. Ah bah oui, je suis désolé. On n'a pas la même vision de l'histoire. Toi, tu es bloqué sur la dernière guerre. Moi, sur l'Europe en train de se faire. C'est légèrement différent, tu vois. Alors autant ne pas s'ennuyer à essayer d'en discuter tous les deux, d'accord? D'accord. Très bien. Je comprends. Comment on met le chauffage dans ta voiture? Le chauffage? Je gèle. Mais enfin, c'est impossible. C'est comme ça. J'aimerais quand même bien que tu m'expliques. Comment tu peux avoir froid maintenant, alors qu'à midi, tu crevais de chaud? À midi, on était à Strasbourg. Je ne vois pas le rapport. Il fait chaud à Strasbourg, c'est la France. Tu dis n'importe quoi. C'est de mon âge. À mon avis, c'est à cause de l'air de ce putain de pays. L'air allemand, c'est froid, c'est bien connu. C'est toujours pareil avec les Boches. Bon, mais lâche-les un peu ces Allemands, merde. Mais tu ne vas pas continuer pendant 2 jours avec des théories à la con, non? La mémoire, le souvenir, d'accord. Mais la mauvaise foi, alors là, je ne suis pas d'accord. J'ai accepté de venir avec toi pour te faire plaisir. Exactement, oui. Pour te faire plaisir. Par respect pour ta mémoire. Je suis comme ça, moi. Et tu remarqueras que je n'ai pas fait de réflexion
sur le fait d'aller te recueillir devant les portes de ton... Enfin, de ton... Dachau. Dachau, oui. C'est ton désir. Alors je le respecte. Personnellement, puisqu'on en parle, je trouve ça inutile. Mais après tout, hein, si ça te fait plaisir de souffrir après toutes ces années, hein, je te le redis, papa. Pour moi, la dernière guerre, c'est fini. C'est oublié. Ça n'existe plus. Je n'en veux pas plus à un Allemand d'aujourd'hui que je ne sais pas, moi. Je me sens dépositaire des atrocités de Napoléon sur les Russes, ou sur les Italiens, ou Dieu sait qui. Pour moi, c'est de l'histoire. Et ce n'est pas parce que c'est aussi ton histoire que je vais y attacher plus d'importance. Alors tu vois, je te conduis. Je fais tous les efforts nécessaires pour te comprendre. Il se peut même que peut-être, dans le feu de l'action, je finisse par essuyer une larme devant les portes de Dachau, en souvenir de tes souffrances. Mais ne m'en demande pas plus, papa. Et surtout, arrête de m'emmerder avec tes boches en 1985. Ne me gâche pas mon week-end. Hein. Mais merde, putain, ils font chier là avec leur Mercedes à la con. Qu'est-ce que je disais? Du mal de ton père. Je te préviens, papa. Hein? Si tu dois trouver l'air allemand forcément glacial, la nourriture trop grasse, ce paysage minable par principe, bah, je te le dis tout de suite, on retourne à Paris. C'est bien compris? Il n'y a pas plus clair. C'est un marché, papa. Un contrat. Comme tu veux. Et un contrat, ça se respecte. Très bien. Bon. Est-ce que tu as encore froid maintenant? Oui. Bah, bien. Je m'en voudrais d'être responsable de ton rhume. Voilà. Hein? Il va faire très chaud maintenant. Brûlant comme un désert. J'espère que tu es content. Je suis pas content, je suis ravi. Tu as besoin d'autre chose? Non. Tu veux un sandwich? Non. Et tu n'as pas faim? Si. Mais alors prends un sandwich. Non. Parfait. Moi, je retourne au soleil. Si tu vois un SS qui traverse la route, ou la veuve d'Hitler qui vient t'offrir une pomme, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Das ZK der KPDSU hat den 54-jährigen Michail Gorbatschow als Papa! Je t'ai déjà dit tout à l'heure de ne pas toucher à cette radio. Les touches sont pré-réglées. J'ai mis 1 heure à faire toute la programmation, alors ne bousille pas tout, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Les nouvelles sur France Inter. Mais papa, il est 15h10. Il n'y a pas de nouvelles sur France Inter à cette heure-là. Quand il sera l'heure, je te ferai signe. Surtout, n'oublie pas. Bon. Et maintenant, j'aimerais bien que tu me laisses un peu profiter du soleil. Bronze, mon fils, bronze. C'est quand même ridicule, hein, cette habitude que tu as d'écouter les informations toute la journée. Le monde n'avance pas si vite que ça, quand même, non? En 5 minutes, tout peut changer. C'est bien connu, hein. C'est ça, l'histoire. On n'y peut rien. Tu prends 2 personnes en train de discuter. 1 seconde avant que le premier mette son poing dans la gueule du deuxième, on est encore sûr que tout peut s'arranger. Alors, faut s'informer. Imagine qu'à l'heure qu'il est, l'Allemagne déclare la guerre à la France. On n'est plus des touristes, on devient des otages. Non, papa. Allez, à ton avis,
Pourquoi l'Allemagne déclarerait la guerre à la France? Parce qu'elle l'a déjà fait, c'est aussi simple que ça. Comment on arrête le chauffage dans ta voiture? Oh, démerde-toi. Tu arrives? Évidemment. Avoue que c'est une belle vue quand même. Pas mal. Ah, tu devrais enlever ta veste. C'est pas mieux comme ça? C'est différent. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce week-end commence très mal? Je ne sais pas. Il y a des moments où je n'arrive pas à te comprendre, tu Je sais. te demande pas de me comprendre. C'est pas compliqué d'essayer d'avoir un peu d'harmonie quand on est deux. L'harmonie. J'ai fini d'y croire depuis longtemps. C'est drôle d'être là, tous les deux, comme ça, tout seul. Ça n'est pas si souvent quand on y pense. C'est vrai, quand on y pense. C'est vrai. Enfin, nous, on n'a pas demandé grand-chose non plus. Pourquoi tu dis ça? Moi, je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions sur l'amour filial quand les enfants vieillissent. Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne s'aime pas, bien sûr. Les parents et les enfants, c'est toujours une histoire d'amour, mais c'est quand même bien la seule histoire qui se nourrisse de l'éloignement. Tendresse à distance, émotion mesurée. C'est normal. Hein. C'est la vie. Tiens, moi, par exemple, j'ai toujours adoré penser que mon père était la personne la plus importante de ma vie. Et c'était vrai, d'une certaine manière d'ailleurs. Mais honnêtement, je n'ai jamais pu le supporter plus d'une heure quand il a commencé à vieillir. De loin, il me manquait, de près, il était trop près. Et le pire, c'est qu'il ne m'en a jamais voulu, alors je ne vois pas pourquoi. Moi, je t'en voudrais à toi. Ça doit être la même chose. Je sais que je t'agace la plupart du temps. Et je sais aussi que tu as du mal à me résister. Ça s'équilibre, tout ça. Bon, d'après mes calculs, on est par là. Ah. La route, c'est celle-là. Tu sais ce que je te propose? Ce soir, on s'arrête dans un petit restaurant, n'importe où. Et puis on se fait une bonne petite bouffe, direction Dachau. Ça te va? J'aurais sûrement pas faim. Tu verras bien. Et puis le lendemain, après Dachau, on retourne 1 heure ou 2 à Munich, histoire de voir la ville, quoi. Et on essaye de revenir en France en passant par la Suisse. C'est pas une bonne idée, ça? On achètera du chocolat et des montres. Oui, enfin, si tu veux. Voilà un programme qui me paraît très agréable. Et si tu veux, on peut même rester un jour en Suisse. Je n'ai qu'à téléphoner au bureau pour leur dire que je rentre mardi. Merveilleux. Formidable, mon fils. Excellent. Au fond, ce que tu me proposes, c'est comme une sorte de petit week-end en Suisse. Avec un léger détour comme ça, par inadvertance, pour jeter un œil au petit camp de concentration où j'ai failli laisser ma jeunesse. Papa! C'est gentil. Non. Ah, je sais bien, Julien. C'est bien. Alors, tu le manges ton sandwich? Oui. J'ai quelque chose à te dire, Julien. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une chose. Mais je t'écoute. Je ne sais plus qui a dit. Le meilleur moment pour dire les choses, c'est quand on ne peut pas faire autrement. C'est que c'est compliqué, la vie. Le présent, on s'y fait bien, c'est naturel. Le passé, c'est toujours plus difficile. On s'emmerde avec les souvenirs. Hein. Je voulais... Enfin, tu sais, je suis plutôt pénible aujourd'hui, non? Pas mal, effectivement. Mais si c'est ça que tu voulais me dire, je m'en étais aperçu, tu vois. C'est ça. C'est ça, je suis pénible. Remarque bien, c'est normal. Hein. Je suis nerveux. Je ne sais pas pourquoi, mais cette journée me rend nerveux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me demande si j'ai pas attendu trop longtemps pour faire ce putain de voyage. Ouais, c'est possible. Je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû revenir en Allemagne tout de suite après la guerre. Ne pas attendre une seconde.
Ne pas me poser de questions. Affronter la mémoire à chaud. Chercher à comprendre ce qui s'était passé. Enfin, je ne parle pas des généralités, hein, de la guerre, de la déportation, ça, tout le monde l'a fait. Ce que j'aurais dû faire, tu vois, c'est essayer de comprendre ce qui m'était arrivé à moi, personnellement, dans ce camp, dans cette merde-là. Ma vie, Julien. Ma vie. Mais non. Non, j'ai fait comme les autres, évidemment. J'en ai profité pour m'oublier moi-même. Je me suis perdu dans la mémoire collective. C'était pratique, remarque bien. J'avais l'impression de moins souffrir dans un sens. Seulement voilà, au bout du compte, à l'autre bout de la vie, ça fait toujours mal et ça fait mal personnellement. Alors ce soir, je suis tendu, je suis en colère et j'ai peur. Mais peur de quoi? Mais je ne sais pas. Je voulais te dire que, tu sais, et puis merde, tiens, de toute façon à mon âge, c'est normal d'être chiant. Et puisque je t'ai sous la main, j'en profite. Ah bah c'est gentil ça. Et je trouve ça logique d'en profiter. Je t'ai élevé à la maison pendant 20 ans, alors j'estime avoir gagné au moins le droit de t'emmerder pendant tout mon 3e âge. Jusqu'à la mort, je dirais, et peut-être même après, tant qu'à faire. Bon ça, c'est plus pervers, je le reconnais. Mais n'oublie pas, mon fils, qu'emmerder sa descendance, ça reste le dernier plaisir du vieux, l'ultime joie du grabataire, l'assurance de ne pas être tout à fait oublié dès qu'on a tourné le dos à ce putain de monde. D'ailleurs, je te fais remarquer que me supporter, mais c'est un peu comme un prêt que tu me rembourses. Hein. J'ai quand même assez souffert de tes premières dents, de tes maladies infectieuses et de tout le reste. Et dis-toi bien que si je suis désagréable avec toi, c'est d'abord parce que, avant tout, je t'aime. Sacré papa. De toute façon, j'ai toujours été assez chiant. C'est ma nature. Hein. Je te dis ça entre nous, hein. Mais déjà tout petit, j'étais très chiant. Pas méchant, mais chiant. Le Jean Puté, tu sais, la tête à claque, le bâton merdeux. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mes parents étaient plutôt gentils. Mais moi, je ne sais pas. Dès le premier vagissement, ça a été comme une révélation. J'ai emmerdé le monde. Ça, on peut dire que j'en ai pris des fessées sans pleurer et des gifles sans baisser les yeux. J'étais un vrai petit con. Fatalement, ça m'a coûté pas mal d'emmerdement. Et ça m'a bien aidé aussi. À Dachau, c'est même ça qui m'a sauvé la vie, je crois bien. La rage. Cette petite méchanceté qui te fait dire que tu ne céderas jamais devant l'autre. Le plaisir de faire chier les bourreaux. C'était un sacré bon moteur, je te prie de me croire. Hein. Ah là là. Plus on me privait de nourriture, plus j'arrivais à me persuader que je n'avais pas faim. La fierté méchante, les coups, les humiliations, tout ça glissait sur moi. J'opposais à toutes les saloperies un vague sourire de tête à claque. Ça n'était peut-être pas glorieux en termes militants. Et c'était plutôt efficace. Hein. Et puis je rêvais de vengeance. La haine. Ça conserve, tu sais. J'ai vu les plus intelligents sombrer dans la médiocrité. Les plus courageux se mettre à plat ventre et craquer sous la torture. J'ai vu les plus optimistes pleurer jusqu'à la mort. Mais jamais rien n'a entamé la détermination des teigneux. Ceux-là sont restés les plus forts jusqu'au bout. Alors tu vois, Julien, je crois bien que même battu, je n'ai jamais été vaincu. Tiens, je me rappelle un jour au camp. Ça devait être en janvier 45. Hein? Il y avait un type avec moi. Il venait de Bordeaux, je crois. Il avait été arrêté à on cause... pourrait peut-être reprendre la route, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je comprends. Tu me raconteras la suite quand on roulera.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants, dans les wagons plombés, chéris la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Tu n'as rien de plus léger? Bon. Bien sûr que si. Ça a causé pas mal de maladies, ça, hein. Pose ce paquet de cigarettes, papa, s'il te plaît. Des maladies graves. Comme le cancer du poumon. C'est ça, oui. Ouais. Ou les artères bouchées. Et des artères bouchées, oui. Ou l'angine de poitrine, ou la bronchite chronique, ou les deux à la fois. Ou les deux à la fois, oui. Ouais. De toute façon, ça se termine toujours par le cœur qui lâche. Ah oui, ça c'est bien, le cœur qui lâche. Ça m'ennuierait que tu meurs avant moi, tu sais. Qui c'est qui paierait l'hospice? Je crois que je préfère encore quand tu chantes. Ah bon? Ouais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la peine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Je croyais qu'on s'était mis d'accord tout à l'heure, papa. Ah bon, sur quoi? Et puis laisse tomber, va. Fais ce que tu veux. À Dachau, il y avait un type avec nous, un ouvrier du bâtiment. Il chantait tout le temps. Ouais. Il était d'origine italienne, alors forcément, il adorait l'opéra. Hein. Toréador, prends garde. C'était un bon vivant, un optimiste. Hein. Il paraît que les optimistes ont une belle voix. Hein. J'espère que je ne t'ennuie pas avec mes histoires. Mais non. Parce que si je t'ennuie, il faut me le dire. Hein. Pas de problème. C'est le genre de choses que je sais très bien comprendre. C'est pas difficile, au fond. Hein. On m'écoute, je parle. On me dit de me taire, je me tais. La voiture s'arrête, je m'arrête avec. On veut que je descende pour prendre l'air, je descends et je m'enrhume. Et quand la voiture repart, je repars aussi. C'est ça, oui. Après tout, c'est toi le maître maintenant, hein, Julien. Moi, j'ai passé l'âge d'avoir de l'autorité. Enfin, sur toi. Tu décides, j'obéis, c'est la règle. Il paraît qu'à partir d'un certain âge, les parents deviennent les enfants de leurs enfants. Alors cette heure est arrivée, hein, ça moment-là. Bien sûr, ça m'aurait fait plaisir de te raconter ma guerre. Pour la énième fois, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, mais je comprends que ça t'emmerde. Tu me rends déjà un immense service en acceptant de m'accompagner, en faisant l'aumône de ton essence, de ta voiture, de ton temps. Je m'en voudrais de te causer le moindre des plaisirs, alors je vais me taire, ça vaudra mieux. Arrête un peu ton cirque, s'il Ouais. te plaît. Elle est belle, cette route, tu ne trouves pas? Mais il n'y a pas plus beau. Est-ce que je t'ai dit que ma boîte allait être rachetée par les Anglais? Oh, formidable. Non, pas vraiment formidable, non. Je ne vois pas bien l'intérêt quand une entreprise s'appelle Pichon et Fils de passer sous contrôle étranger. Je trouve même ça assez ridicule. Tu te rends compte, papa? Pichon et Fils. Enfin, tu me connais. Je déteste faire du mauvais esprit. Enfin, je veux bien te comprendre. Mais quand même, quand c'est français, enfin c'est français, quoi. Eh bien, mon fils, pour un Européen convaincu, je te trouve plutôt casanier. Mais ça n'a rien à voir, papa. Je te parle d'une entreprise française qui passe sous contrôle étranger. Bon, je ne dis pas que les Anglais sont nuls, après tout. S'ils achètent, c'est que c'est à vendre. Non, tout ça, c'est de la faute de l'Ardénois. Évidemment. L'Ardénois. Je t'ai déjà parlé de l'Ardénois. Mais je ne me souviens pas. L'Ardénois, c'est le genre de type, tu vois, il débarque d'HEC, il arrive dans la boîte avec un air suffisant, il donne des conseils à des gens qui n'en ont pas besoin, et pour finir, il épouse la fille Pichon. Résultat, il dirige tout, il fout l'argent par les fenêtres, il fait que des conneries. Résultat, voilà les Anglais qui rappliquent. C'est passionnant tout ça. Hein. Ah, j'ai peur qu'il y ait quelques petits licenciements. Ah, Bah, c'est un problème. tu as peur pour toi. Mais j'ai peur en général et j'ai peur pour moi. Je vais quand même bientôt avoir 40 ans. Enfin, ça me soucie, quoi. Elle est belle cette route. Hein. Ouais, ouais. La route est très belle et il y a 3 millions de chômeurs. C'est la vie. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Hein. Tu te fous complètement de ce que je te raconte. Si ça se trouve, j'ai un pied dans le précipice et l'autre sur une peau de banane, et tout ce que tu trouves à dire pour me réconforter, c'est un lieu commun gros comme le bras, c'est la vie. De toute façon, tout ce qui me concerne, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'a jamais intéressé. Mais si, mon fils, mais si ça m'intéresse, mais si je dois te plaindre, j'attendrai que tu sois vraiment au chômage. Je ne vais pas le faire avant, quand même. Il est dégueulasse, ce pare-brise. Tiens,
Si ça te gêne, tu n'as qu'à nettoyer, ça te fera de l'exercice. Regarde comme c'est agréable. Regarde comme on est bien là tous les deux. Tu vas voir que je vais finir par avoir l'air de m'intéresser à ta peur du chômage. Comme toi, tu te passionnes pour mes angoisses d'anciens déportés. À partir de quel âge tu as commencé à me détester? Mais je ne t'ai jamais détesté. Non mais il y a quand même bien un âge où tu as commencé à penser que ton père était un vieux con. Ah, ça, oui, évidemment. Alors c'était à quel âge? Moi je situe ça vers les 16 ans. Oh, bien avant. Ah bon? À 13 ans, c'était déjà pas terrible. Ça t'embête que je te dise ça? Mais non, quelle idée puisque je te pose la question. De toute façon, en vouloir à son père, ça n'a jamais empêché les sentiments. Tu m'en voulais pourquoi? Oh, j'avais tout un tas de bonnes raisons, je suppose. Quelle raison? Je n'ai pas vraiment envie de discuter de ça, papa. Pas aujourd'hui. De toute façon, maintenant, il a prescription. Enfin, si ça peut te rassurer. Je ne t'en veux plus tellement. Bien moi, pendant tout ce temps et jusqu'à maintenant, je t'ai toujours aimé avec la même intensité. En tout cas, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Ouais, pour ça, je ne dis pas. Seulement, pour toi, le quotidien, ça a toujours été le matériel. Pour le reste, maman se débrouillait toute seule. Bon, remarque bien, je te comprends après tout, c'était pratique. Ta mère a toujours aimé s'occuper de toi. On ne peut pas dire vraiment qu'elle ait eu le choix. Les vérifications, ça se fait pas avant le départ, normalement? Ça se fait quand on y pense. Je n'arrive pas à voir s'il y a assez de liquide de refroidissement. Et est-ce que tu vois quelque chose quand je secoue la voiture? Oh. À cet endroit-là, est-ce que tu vois du liquide bouger? Ouais. Je vois surtout que ton moteur est sale comme un peigne. Laisse tomber. Mais tu savais être un père efficace, tu sais. Tu savais prendre tes responsabilités, comme on dit. Alors de temps en temps, va savoir pourquoi. Pour rattraper le coup, j'imagine. Ou pour montrer que tu avais une belle autorité. Tu gueulais comme un âne sur n'importe quel sujet. L'école, la chambre pas faite. Ou plus tard, les filles, l'argent, les sorties. Tu as toujours eu un bel éventail de sujets de reproche. Si je faisais ça, c'est pour ton bien. Ah, mais c'est sûrement pour ça que je me suis tiré à 18 ans. C'était mon rôle d'être sévère. Ah, je n'en doute pas. Ah, j'ai d'ailleurs toujours beaucoup aimé l'efficacité de ton style. Tu sais, le genre, quand tu auras autant souffert que ton père, tu auras le droit à la parole. Ou, moi, de mon temps, on ne faisait pas semblant d'apprendre nos leçons d'allemand. On se battait contre eux pour les foutre dehors. Ah, c'était d'un haut niveau culturel. J'ai dit ça, moi? Ah, eh oui. Tu étais même le spécialiste. Au fond, quand je fais le compte, tu as passé ta vie à essayer de me convaincre que j'étais une nullité à côté de ta grandeur, un lâche comparé à ton courage, que je ne t'arrivais pas à la cheville, quoi. Et tu m'as cru? Franchement, non. Bien alors, tu vois. En résumé, j'étais un sale con. Non. Un père normal. Et toi, je suppose que tu as été bien meilleur avec ton propre fils. Eh bien non. Je crois même que c'est ça le plus ridicule dans l'histoire. J'ai exactement fait comme toi. Comme tu m'as montré. J'ai été aussi ridicule. Aussi nul. La copie conforme de ta mauvaise foi. Bon, les arguments avaient changé, évidemment. Mais le sens était le même. C'est comme ça. Je t'en voulais tellement, papa, que j'ai fini par te ressembler. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, tu sais. Bon, j'ai l'impression que je vais démarrer en trombe.
Il n'y a rien de pire que les souvenirs. Il n'y a rien de mieux non plus. Tu parles. Je suis sûr qu'il faut essayer d'oublier ce qui nous dérange. Autant se flinguer sinon. Ouais, le problème, c'est de pouvoir y arriver. Tout dépend de sa volonté. Tout dépend des souvenirs, plutôt. Tiens, je te prends un exemple. Regarde-moi, mon divorce. Bien, c'est fini, c'est enterré. Ouais. Et pourtant, c'était un sacré traumatisme. J'ai même bien cru à un moment que je ne me remettrai jamais. Eh bien, tu vois, j'ai pris sur moi et maintenant c'est complètement sorti de mon esprit. Et si je croise mon ex-femme, eh bien j'essaye de faire comme si on ne s'était jamais rencontrés. Alors tu vois, honnêtement, si moi je peux oublier tout ça, bah tu peux très bien oublier toi aussi. La différence, c'est que ton ex-femme, comme tu dis, elle ne t'a pas posé des électrodes sur les testicules. Évidemment, vu comme ça. Ouais. Tu n'as pas trop chaud? Non. C'est parfait alors. Oui, c'est parfait. Bon, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton ouvrier du bâtiment? Quel ouvrier du bâtiment? Celui de Dachau, papa. Bah, tu as beau avoir l'air de dire que je ne m'intéresse pas à toi et à ton passé, eh bien tu vois, tu te trompes. J'ai envie de te faire plaisir, que tu sois bien. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce type? Il est mort. C'est tout. Eh oui, c'est tout. Alors, c'était un ouvrier du bâtiment, il était vivant. Il est arrivé au camp, 3 petits tours, et le voilà qui meurt. Bah, c'est bien comme histoire. Eh oui. Plus ça va, et moins cette journée me plaît. Et ça n'est pas fini. Pardon? Ouais. On étouffe ici. Bah, ouvre ta fenêtre. C'est encore loin? Non. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'ignorer la recrudescence du nazisme à Mont. Selon une enquête de la télévision britannique, on assiste depuis quelques années à une montée en puissance des forces d'extrême droite dans un certain nombre de pays d'Europe. En Allemagne, dans la région de Munich, s'est tenue il y a 15 jours une réunion. Bon, tu me la racontes cette histoire d'ouvrier du bâtiment, oui ou merde? Si tu insistes.
C'est bien? Ça a l'air de te plaire? Ah bon, tu crois? Ah, ça ne te plaît pas? C'est moyen. Alors pourquoi tu en as repris? Comme ça. Comme ça, sans raison. Comme ça, par faiblesse. Tu ne serais pas un peu du genre compliqué des fois? Je me le demande. La vérité, c'est que j'ai faim. Ça, c'est une bonne raison. Il ne faut pas s'y fier. Il n'y a pas un chat dans cette ville. Qu'est-ce qu'ils foutent, les gens? Bah, ils font comme nous, papa. Ils mangent. Quel con. Ce qui est bien avec la choucroute, c'est que ça cale. Dire que dans le monde entier, il y a des gens qui ont faim parce qu'ils ne bouffent pas assez, et que moi j'ai faim simplement parce que c'est l'heure, c'est déprimant. Ah, tu es déprimé. Tu penses pas qu'on devrait redemander du pain? Il reste encore 5 morceaux. Oui, mais pour le fromage. Ah, parce que tu vas prendre du fromage après tout ça. Hé, c'était fromage et dessert, non? Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas, papa, hein? Tu arrives dans ce restaurant avec la bouche en cul de poule, et puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, tu commences à t'animer. Tu commandes une choucroute avec un air gourmand, tu plaisantes, tu t'amuses, tu croques, tu avales. Tu me piques mes 2 saucisses de Francfort par la même occasion, et puis tout à coup, sans raison, sans rien, tu prends un air grave, et tu me parles de ta faim comme si c'était un problème philosophique essentiel. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Je vais très bien, je vais très mal à la fois. Ça te convient comme réponse, ça? Tout à fait, papa. On ne va pas faire le réveillon là-dessus non plus. Puis je déteste la choucroute. Il fallait choisir autre chose. Peut-être. Mais une choucroute en Allemagne, c'est logique. Mais c'est logique si on en a envie, papa. Il n'y a pas d'obligation. Ah, c'est bien là le problème. Quel problème? Passe-moi la moutarde, s'il te plaît. Non. Je me dégoûte. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi je me goinfre? Tu viens de dire que tu avais faim. Ben, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai faim? Tu me fatigues. Je vais te dire, moi, pourquoi j'ai faim. J'ai faim parce que je suis un pauvre type. Papa, s'il te plaît. Si, Julien, un pauvre type, un vieux con même pas capable de résister à des tranches de lard et des légumes coupés en lamelles. Ah! C'est glorieux, vraiment. Tout ça à cause d'une choucroute à la con. Si encore j'avais une bonne raison de bouffer. Mais non, rien. C'est du plaisir pur, bestial, ridicule, de la fantaisie de français moyen. Je bouffe parce que c'est sur la table. On ne pourrait pas parler d'autre chose maintenant. Je ne veux pas parler d'autre chose. Quand on est con, on parle de sa connerie. Mais qu'est-ce que tu as, papa, hein? Je n'arrive même pas à comprendre ce que tu essaies de me dire. Connerie de quoi? Mais dis-moi franchement, Julien, est-ce que j'ai une gueule de touriste en goguette ou une gueule de déporté qui se souvient? Oh, j'en sais rien, moi. Merde. Non, je m'étais bien préparé, hein. Depuis des mois, je pense à ce voyage, depuis des mois, je répète. Je fais des plans, je prends des résolutions, c'était tout un travail psychologique. Tu comprends, je m'étais dit, il faut être sobre. Il faut être habité. Pas spécialement sinistre, mais au moins sérieux. Donc, il attaque ce petit vin du Rhin. Je voulais avoir l'allure d'un véritable témoin. Est-ce que tu peux comprendre ça, Julien? Mais je peux tout comprendre, papa. Pourquoi tu restes pas assis? Parce que je me dégourdis les jambes. Je m'étais dit, aussi longtemps que ton pied meurtri foulera le sol toton, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, tu ne dormiras que d'un œil, tu regarderas tout le monde droit dans les yeux comme quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui n'en est pas mort, tu leur donneras une leçon de courage et d'honneur. Plus bas, papa, s'il te plaît. C'était plutôt bien parti, tu me rendras de cette justice, t'as bien vu au début. Hein, quand on est arrivé ici, j'étais quand même assez méprisant. Le patron, t'as vu quel regard je lui ai lancé? Cet air que j'avais de lui dire, je suis un Français libre d'avant-guerre, moi, monsieur. J'étais bien. Ouais. Puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis désuni. Il a suffi que la serveuse, avec ses bras de nageuse ex-communiste, me secoue sa carte des menus sous le nez pour que je sombre. Ouais. Je me suis effondré comme un véritable touriste. Résultat, choucroute, vin blanc. Ah, je ne suis pas fier de moi, tu sais. Franchement,
Ça n'est pas dramatique. Oh, je sais bien, mais avec toi, rien n'est dramatique. Hein. Je foule aux pieds Magloire de déporter revanchard, et toi, tu trouves ça normal? Tu dis n'importe quoi. Je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Je vais changer de stratégie. J'ai faim? Eh bien, d'accord, allons-y. Hein. Que cette vulgaire choucroute me déchire les entrailles en crever, et que je survive à ça comme j'ai survécu au reste. Mais tu es complètement jeté, mon pauvre papa. Tu parles que les gens s'en foutent que tu sois malade, du moment que tu payes l'addition. Je vais te dire une bonne chose, Julien. Et à vous tous aussi. Je n'ai rien à me reprocher, moi. Hein? C'est dans ce foutu pays qu'on a abîmé mes intestins. En 1943. Oui? En 1943. J'espère que ça vous dit quelque chose, ça. 1943. Les intestins, on les a tordus, broyés, coupés. Ils ne supportent plus rien, mais je m'en fous. Je mange. Bien, papa, hein. Mange comme tu veux, fais tout ce que tu veux. Je te ferai simplement remarquer que nous sommes au restaurant ici, pas dans une réunion publique. Ça n'est peut-être pas la peine d'ameuter tout le quartier. Mais si je veux ameuter tout le quartier, moi, si je veux réveiller les morts, qui est-ce qui va m'en empêcher, à ton avis? Hein? J'espère avoir le droit de me rendre malade en Allemagne avec une choucroute indigeste. Et j'ai le droit de la trouver indigeste, justement, parce qu'elle est allemande. Alors, je vais peut-être souffrir plus tard. Toute la nuit, aussi bien, ou pendant des mois. Je vais peut-être tomber malade pour le restant de ma vie. Mais tant pis. Ils sont là, hein. Je les sens cachés derrière leur volet. Ils me regardent. Ils n'ont rien oublié, mais moi non plus. Alors moi, je les regarde bien en face. Je souris et je bouffe leur choucroute de merde jusqu'au dernier gramme. Ne crie pas, papa. Et si je veux hurler, je hurle. Et si je veux crier, je crie. J'en ai le droit. C'est ce numéro-là qui me donne le droit. Ah non, papa, non, pas ça. C'est ce numéro-là. Hein? Je n'ai pas honte de montrer à quiconque ici. Mais il n'y a personne, papa. C'est vrai. Puis j'ai pas de tatouage. Je n'en ai jamais eu. Alors. Comme dessert, je vais prendre une forêt noire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? De quoi? De cette petite crise d'hystérie dramatique? C'était plutôt efficace, non? Ah, tu veux dire que tu l'as fait exprès? Ah, tu peux pas savoir le bien que ça fait d'être injuste. Gueuler qu'on a été un ancien déporté, qu'on est toujours vivant, dans un petit restaurant allemand anonyme. Même après toutes ces années, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment plaisir. Ouais. Bon. Elle n'est pas si mauvaise que ça, au fond, cette choucroute, hein. Elle fait moins sourire. Hein. Je vais te raconter une anecdote. Il y a une dizaine d'années, ta mère et moi, on était allés voir des cousins germains dans le sud-ouest. Des cousins germains, mais français. Hein. Alors, on avait pris la Peugeot, la vieille 404. Et on était partis par les petites routes. Mais rapport à ta mère qui voulait, comme elle disait, sentir la bouse sur l'asphalte. Il attaque ce petit. Je vais finir sous la table, tu vas voir. Voilà. Dans le Lot, vers Cajar, dans le coin. On voit tout à coup un type au bord de la route qui fait des grands signes. Je ralentis, je m'arrête. Qui c'était? Je te le donne en mille. Un Allemand? Exactement. Un vieux. Hein, le genre de vieux nazi reconverti dans le tourisme. Il était en short avec sa femme. On s'arrête. Je descends, je vais voir la voiture. Il avait les 2 pneus avant crevés. Je hoche la tête. Alors l'Allemand me dit avec un accent à couper au couteau. « Ah, je crois bien que j'ai des ennuis. Il ricane bêtement. Et moi, je lui réponds « Des ennuis? Quelle coïncidence! Comme moi, d'Achon 43. » Tu lui as dit ça? Oui. Et tu es reparti? Je l'ai amené chez le garagiste. Mais quel intérêt de lui dire une vacherie si c'est pour lui rendre service? Le plaisir, Julien. Ce petit plaisir idiot de la revanche. Je ne sais comment t'expliquer ça. Hein. En tout cas, ta mère a beaucoup ri. Ah.
Tiens, c'est drôle, je pensais à elle, juste à l'instant. Ta mère. C'était une femme formidable. C'est drôle, hein? T'es en train de m'observer là avec un petit air peiné. Tu dis, c'est ça au fond mon père. Hein? Un petit vieux qui boit plus qu'il ne devrait, qui raconte sa vie, qui dit des conneries, en faisant semblant que ça vaut le coup. Un pauvre homme brisé qui ressasse sa guerre, sa déportation, ses malheurs, sa haine primitive. Tu as raison, tu sais. Mais j'ai des excuses. La souffrance, c'est une excuse, Julien. Tu sais, quand la guerre a été finie, quand les cheveux des femmes tondues ont recommencé à pousser, quand on a arrêté d'épurer le superflu en oubliant l'essentiel, eh bien, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, au fond, d'être un ancien déporté. Ah, on nous avait beaucoup plaints. Choyés, fêtés, soignés. On était des références, des victimes courageuses. On nous a donné des cartes d'anciens combattants. On a choisi des dates, anniversaires, pour magnifier notre mémoire. On a créé des associations. Et puis on a fini par nous dire que la vie continuait. Tout le monde voulait retrouver une existence normale, une santé normale, un décor normal. On nous a fait comprendre qu'un monde nouveau se profilait à l'horizon, un monde obligatoirement plus juste. On nous a dit que notre exemple allait servir aux générations futures, que notre calvaire n'avait pas été vain. C'était un message d'espoir. Tout le monde y a cru. Et nous avons fini par y croire aussi. Nous avons cherché l'oubli dans l'espoir, avec nos blessures, nos insomnies, nos corps rongés, nos cœurs cassés. Et pendant que le monde petit à petit nous oubliait, pendant que les guerres refleurissaient à droite, à gauche, pendant que les ennemis changeaient de visage, pendant que nos enfants refaisaient le monde, mais pendant tout ce temps, rien ne changeait vraiment pour nous. Ah, bien sûr, il y avait les sourires retrouvés, l'amour reconquis, la vie rafistolée. Il y avait toujours les mêmes insomnies, les mêmes blessures, les mêmes corps rongés, les mêmes cœurs cassés. Tu vois, c'est injuste. C'est comme ça. L'amnésie n'existe pas pour les anciens déportés, Julien. La mémoire, c'est notre cancer. Pourquoi je te raconte ça? Je ne sais pas, papa. C'était une tragédie. Une immense tragédie. J'ai vraiment quelque chose à te dire, Julien. Tu sais... Allez, on va boire, hein? Lève ton verre. Allez, voilà. On va boire à la santé... On va boire à la santé de ta mère, c'est plus simple, hein? Allez. À ta magnifique maman, à la plus émouvante des femmes que la terre n'ait jamais portée. Pourquoi tu dis ça? On va boire à la santé de ta mère qui a si bien survécu, Julien. À la maladie? À la maladie, évidemment, hein. Et puis aux Allemands, bien entendu. Maman a fait de la résistance. Mais bien sûr, mon fils. Mais elle n'a jamais parlé de ça. C'était une femme discrète, tu sais. Une femme secrète, une déportée silencieuse. Une déportée? C'est vrai? Tout ce qu'il y a de plus vrai, mon fils. Je ne te crois pas. Ouais, pourtant, c'est comme ça. Et pourquoi elle n'en a jamais parlé? Je ne sais pas. On est tous différents. Moi, j'ai toujours adoré parader dans les commémorations avec mon fils indifférent. Elle a préféré s'arranger avec le silence et l'oubli. Hein. Chacun sa façon de survivre. Mais pourquoi elle ne m'a rien dit à moi? Oh, toi, mais qu'est-ce que ça aurait changé? Hein? Elle a été déportée où? Ravensbrück, 10 mois, et à la fin Dachau. Dachau? Oui. Avec toi? Normalement, ce voyage, on aurait dû faire tous les deux, elle et moi. Depuis longtemps. Tout aurait été différent.
Bon, voilà. Quand son cancer s'est déclaré, il y a 2 ans, elle a changé. Comme si elle s'était rendue compte qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir cette fois-là. C'est elle qui m'a parlé de ce voyage avec toi. Elle m'a dit... Elle me manque. Je lui en veux terriblement d'être partie avant moi. Elle me laisse tout, les souvenirs, les regrets, les meubles, toi. C'est avant les meubles, évidemment. C'était une très jolie femme. Enfin, jolie, c'est pas vraiment le mot. Elle avait quelque chose. Hein. Il lui suffisait d'être là au milieu d'un groupe et petit à petit, elle s'imposait. Petit à petit, on la trouvait intéressante. Et puis, elle était intelligente. Et puis, pas si mal que ça. Et puis, mieux encore. À la fin, elle était franchement désirable. Et finalement, on avait envie d'elle. Je crois que ça s'appelle le charme. C'est drôle, je ne me suis jamais posé ce genre de questions sur maman. Mais toi, t'avais de la chance, Julien. Hein, elle t'embrassait sans que tu demandes rien. Elle te caressait avec la douceur d'une professionnelle. Elle te talquait, te parfumait. Ah. Tu l'as beaucoup aimée? Pas mal. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de la tromper? Non, ça ne m'a pas empêché. Et elle t'est restée fidèle, j'imagine. Je crois, oui. Ça n'est pas très glorieux de tromper une femme fidèle.
Mais ce n'est jamais glorieux de tromper une femme, mon fils. Alors pourquoi tu l'as fait? Comme ça, Ça n'est pas une réponse, papa. ta mère savait très bien que je la trompais. Elle était très au courant. Et elle t'a laissé faire. Eh oui. Ta mère n'a jamais vraiment aimé le sexe. Ça n'était pas une priorité pour elle. Alors, il a bien fallu que je m'arrange, enfin, avec son accord, évidemment. C'est plutôt pervers, non? Ce ne sont pas les gens qui sont pervers. Hein. Ce sont les situations qui sont difficiles. Bon. On y va, Dachau, oui ou merde? Julien, Oui. je veux que tu me promettes une chose. Quoi, papa? De m'aimer tout le temps et très fort. Bien sûr, papa. Je veux que tu me promettes de m'aimer quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Pourquoi tu dis ça? Pour rien. On est bien là tous les deux, tu trouves pas? Très bien, oui. C'est une vraie famille. Bien sûr, papa. J'ai toujours aimé ces moments d'éternité qui durent une seconde.
Il est très bien cet hôtel. Formidable. Et surtout, typique. Très typé, oui. Dites donc, si je ne me trompe pas, mais ça fait bien déjà 20 minutes que tu es dans cette salle de bain. Les vieux, ça doit être propre. Tout le monde doit être propre. Un vieux, ça doit être plus propre que ça. Tu peux utiliser ton eau de toilette? Avec plaisir. Mais n'abuse pas quand même, hein. Je ne savais pas que tu mettais de la crème contre les rides. Mais c'est un échantillon. Je t'en prends un peu pour essayer. Si tu veux. Mais ne te fais pas trop d'illusions quand même, hein. Dis, papa, je me posais une question. À ton avis, l'architecture du coin, c'est du baroque? Tu as dit papa? Non, j'ai dit baroque. Ah, baroque. Tu as sûrement raison. C'est n'importe quoi. Je vois que j'ai affaire à un spécialiste, hein. Eh oui, mon fils. Un spécialiste de la mauvaise foi. Un problème? Mais non, je m'étire. Je l'aime bien cette chambre. C'est intime. Faut pas confondre intime et étroit. On n'est pas bien. Je préférais une chambre à deux lits. Ou une chambre à deux lits. On n'est Ou pas une bien. chambre à un lit. On n'est pas bien là, tous les deux? Ah, c'est comme un rêve. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'ai trouvé que la poitrine de la réceptionniste avait quelque chose de maternel, de rassurant. Je suis d'accord là. C'était très troublant. Je ne suis pas un spécialiste de ta vie intime, Julien. Mais ne me dis pas que les tétons magistraux de cette bavaroise au costume étriqué t'ont chaviré le cœur. Le cœur, non, papa. Misère de nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce pyjama? Mais j'ai pensé que le genre bagnard serait tout à fait approprié à notre petit voyage de détente. Ravissant. Je savais que ça te plairait. Je me sens bien ce soir. Si tu es content, je suis heureux. Mais je suis content. Eh bien alors, je suis heureux. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais en une journée, je suis sûr qu'on a échangé plus de mots tous les deux qu'en 40 ans. C'est peut-être pas pour ça qu'on se comprend mieux, hein. C'est possible. On a toujours eu un peu de mal tous les deux. Et pourtant, nous n'avons pas ménagé nos efforts, hein. On ne compte pas le nombre de fois où je t'ai amené au zoo, ou à la foire du trône, au cinéma, voir Bambi, Blanche-Neige et les 7 nains. Qu'est-ce que j'ai pu m'emmerder dans le seul but de te faire plaisir. Et ça m'a fait plaisir. J'ai même eu une enfance assez agréable au fond quand on y pense. Je suis content que ça t'ait plu. Il n'y a pas un gramme de poussière. Et alors? Et alors c'est bien. Quand c'est bien tenu, c'est bien. C'est normal, mon garçon. Hein? Un Allemand, c'est propre par définition. Ça nettoie tout, un Allemand. Tout ce que ça peut. Hein? La poussière, les juifs, les communistes, les tziganes, les homosexuels. Eh bien, tu ne réagis pas? Non. C'est plutôt décevant. Je commence à m'habituer à ton humour Seconde Guerre mondiale, papa. On aurait quand même pu trouver un hôtel avec une chambre à 2 lits. Mais ça, tu l'as déjà dit, papa. Ils sont plutôt avares sur les cintres dans ce pays, hein. Ah, il n'y en a pas assez. Il y en a assez, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont pas pratiques. S'il y a une chose que je hais, c'est bien les armoires allemandes qui grincent. C'est un coup à pas dormir de la nuit. Parce que tu comptes dormir en secouant la porte. Non. Mais il y a un courant d'air, c'est ça qui fait tout bouger. Ça doit être les planches du mur qui sont mal jointes.
Mais oui, mais tu as raison, papa. Hein, quand l'air teuton s'engouffre dans les portes bavaroises déglinguées, ça fait grincer les armoires Bosch. Ben, c'est bien connu. Tu vois, même toi, tu t'en rends compte. Vue quelconque. Ah, je l'aurais parié. J'espère que tu remarques que je tiens plutôt bien le cap. Quel cap? Le cap du mauvais esprit. Hein, c'est un boulot de tous les instants, hein, un genre de sacerdoce. Je me force, mais j'y arrive. Normalement, tu le sais bien, tout me convient, enfin je veux dire à Paris, dans la vie ordinaire, le cours du temps, le malheur quotidien, la vieillesse bien méritée, les emmerdements, enfin, je supporte tout ça avec une grâce qui fait honneur à mon troisième âge. Mais là, tu vois, je me défoule. Je bouffe de l'allemand, je croque du dorifort, je ne m'en lasse pas. Hein. Ma mauvaise humeur, c'est ma médaille de guerre et je la porte avec ostentation. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Comment est le lit? Dur. Magnifique. Et puis tu vas passer une nuit épouvantable. J'ai connu ça en 43. Je me demande parfois s'il n'y a pas un peu de complaisance chez les anciens déportés. Je veux dire, dans la manière dont ils se souviennent des choses, dont ils les revendiquent. De la complaisance, vraiment? Oui. Un côté victime professionnelle. Ah, c'est intéressant. Bah, ce n'est pas un reproche, hein. Attention, hein, il ne faut pas le prendre mal. Hein. C'est un constat, c'est tout. Tu vois, le genre initié, un côté ancien combattant. Marqué au fer rouge, tu veux dire? Non, non, je ne veux pas dire Mais ça. alors, qu'est-ce que tu veux dire? Au fond, la déportation, ça fait 40 ans que tu vis là-dessus. Ton fameux calvaire. Toute ta vie s'éclaire par la déportation. Tout s'explique, tout se comprend, tout se justifie. Ta vision du monde, tes choix, tes échecs, ton caractère. Et en plus, tu fais l'économie de la compassion pour les autres. C'est pratique. Qu'est-ce qu'une douleur aujourd'hui en comparaison de ta souffrance d'hier? Il n'y a pas de comparaison possible. Un chagrin d'amour? Une vie ratée? Quel poids cela peut-il avoir à côté d'une année et demie à Dachau? Ce n'est même pas la peine d'en parler. Au fond, la déportation, c'est un peu ton fonds de commerce personnel, non? Je suppose que j'ai encore dit une connerie? Ah bon, tu crois? Il n'y a qu'à voir ta tête. Bah, je suis désolé pour ma tête, mon fils. Hein, t'es en train de me dire que je suis ravi d'avoir été torturé, rien que pour en mettre plein la vue à mes collègues de bureau en rentrant de la guerre, et tu veux quoi? Que j'applaudisse, hein, que je te prenne dans mes bras et que je te serre en te disant que tu es le roi de la fine analyse psychologique? Non, je me suis mal exprimé. Et figure-toi que je n'ai pas vraiment envie de savoir ce que tu exprimes ou ce que tu veux dire. Merde. Et merde. Ça y est. Merde, merde, et merde, et merde. Je suis désolé, papa. Et de toute façon, avec toi, dès qu'on dit quelque chose, c'est une maladresse. Ah, dès qu'on dit quelque chose d'aussi con, tu as raison, hein, c'est une maladresse. Puis, t'arrêtes pas de dire des conneries. Et toi, ton pyjama? Je n'ai pas de pyjama. Tu vas dormir comme ça? Bien sûr que non, je vais enlever mon caleçon. Tu vas dormir tout nu? Évidemment. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Ça me gêne. Et qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Je ne suis pas vraiment habitué à partager ma nuit avec un type à poil. Mais je ne suis pas un type à poil, papa, je suis ton fils. Allez. C'est pas grave. Je vais me mettre sur la chaise. Mais enfin, papa, c'est ridicule. Bon, d'accord, hein. Je vais remettre mon pantalon. Ma chemise. Ah, c'est dommage. Mais j'ai oublié mes moufles et mon anorak. Tu peux se foutre de moi, tu sais. Hein. Ça ne me gêne pas. Puis tu m'agaces, tiens. Allez, mets-toi comme tu veux. Allez, viens te coucher. Et comment tu faisais avec maman? J'espère que tu ne vas pas me parler de ta mère pendant tout le voyage. Avec ta mère, c'était différent. Et puis non, d'ailleurs, ça n'était pas différent. Avec ta mère, puis merde, tiens. Bonne nuit.
Charbonnier Joseph, mort pour la France. Il faut te lever, Joseph, il faut que tu te lèves, tu ne peux pas rester là, allongé, recroquevillé. Il faut que tu sortes de cette baraque. C'est la loi, c'est la règle. C'est ton devoir, Joseph. Il faut que tu fasses cet effort. Tu ne peux pas rester là, il ne supporte pas les malades. Il faut que tu comprennes que tu dois obéir. Tu dois comprendre que tu dois survivre. Tu ne peux pas rester là, il ne supporte pas les malades. C'est important, Joseph. Tu ne peux pas leur faire ce plaisir. Il faut que tu gardes un peu d'espoir. C'est politique, Joseph. C'est patriotique. Il faut que tu te lèves en pensant à la liberté, parce qu'elle viendra, cette liberté. C'est obligatoire. C'est écrit. Elle viendra. Merde, enfin, Joseph, remue-toi. Parle-moi de ta femme, tiens. Dis-moi comment elle était quand elle te caressait. Raconte-moi encore comment tu l'as rencontrée dans ce petit bal du 14 juillet. Parle-moi des lampions, Joseph, de ce type qui jouait faux dans l'orchestre. Souviens-toi, les chaudes journées d'été, du sable fin de Dieppe en 36. Merde, enfin, Joseph, tu vas te remuer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, dors. J'aimerais bien pouvoir y arriver. Excuse-moi, dors. Tu as une drôle de tête. Mais non. Tu as fait un mauvais rêve. Mais non, quelle idée, allez, rendors-toi, tout va bien. Je peux faire quelque chose. Quelque chose? Et qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis? T'as une solution, toi? À la douleur? À la survie? Au mal de vivre, t'as quoi? Une pilule, un discours? Est-ce que tu peux me dire pourquoi les survivants de la barbarie sont toujours aussi sentimentaux au milieu de la nuit? J'ai l'impression de passer ma vie à être mort. Intimement mort. Enterré dans mon mémoire. Et ça n'a rien d'une mort douce, tu sais, Il n'y a pas d'ange, pas de bon Dieu, pas de nuages, rien. C'est la boue, la douleur, la souffrance. Tu sais depuis combien de temps je ne m'étais pas réveillé en pensant à Joseph Charbonnier? Qui est Joseph Charbonnier? C'est tout le monde. Joseph Charbonnier, Louis Portal, Guillaume Lecoeur, Jules Martinet, Pierre Lachenal, et les Cohen qui habitaient au bout de notre rue, les Wingler, les Zimmermann, tous ceux qui n'avaient rien demandé. Tu ne peux pas savoir comme ça fait mal, là. Et tu vois, c'est étrange. Quand je ne vais pas bien, quand cette foutue mémoire me rappelle à l'ordre, eh bien je pense à Joseph Charbonnier. On n'était pas vraiment proches tous les deux. Je crois même que dans les conditions d'utilisation normale de la vie, je l'aurais détesté. Seulement là, c'était différent. On ne parlait pas beaucoup tous les deux. Il était dans mon baraquement, c'était un battant, un résistant à la première heure, un type sérieux, énergique. Le genre responsable, c'était un peu comme notre chef, tu vois. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Dans ma mémoire, il apparaît toujours comme une sorte de dirigeant. Il était toujours là pour éviter les bagarres entre les détenus à cause de la bouffe ou d'autres choses. Il savait parler. Il nous remontait le moral quand ça n'allait pas fort. Il était à cheval sur la solidarité. Il nous disait que c'était le seul moyen de nous en sortir. Et je crois bien qu'il avait raison. Puis un jour, il a commencé à changer. Il s'est caché pour bouffer la merde qu'on nous donnait et trouver soudain que les autres avaient une plus grosse part que lui. Puis il n'a plus parlé que de ça. De la faim, pas de notre faim à tous, mais de sa faim à lui. Il est devenu mesquin, agressif, silencieux. Et puis une nuit, il a commencé à délirer. Alors on est resté auprès de lui jusqu'au matin, puis le matin il n'a plus voulu se lever, alors comme on savait que les gardiens achevaient ceux qui ne venaient pas à l'appel ou qui étaient trop faibles pour travailler, on l'a amené de force, on l'a soutenu. Petit à petit, il est sorti de son délire, il semblait reprendre des forces, il était là,
au milieu de nous, droit comme un i. Puis tout à coup, il a poussé un grand cri. Il est sorti du rang, presque avec fierté. Les gardiens ont commencé à le tirer dessus. Il a échappé aux balles, miraculeusement. Et puis il s'est jeté sur le barbelé à haute tension. Tu peux me donner un verre d'eau ? On peut repartir directement à Paris demain matin, si tu veux. Non. Je n'ai plus sommeil maintenant. Ça va mieux? Ouais. Ça ne te dérange pas si on parle de maman? Qu'est-ce que tu veux qui me dérange ? C'est quand même étrange, tout ce mystère autour d'elle. C'est le mystère de la douleur ? Tu disais qu'elle a été déportée à Ravensbrück et aussi Dachau. Je comprends pas bien. Enfin, Ravensbrück, je comprends d'après ce que je sais. C'est un camp de femmes. Mais Dachau, pourquoi Dachau? Dachau, c'était tout à la fin. Oui, ça je sais, mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile ? S'il te plaît. Quand les Américains et les Russes ont commencé à libérer les camps, les Américains et les Russes, les Allemands sont devenus nerveux. Ils ont fait des transferts de prisonniers. Plusieurs fois, des femmes de Ravensbrück sont arrivées à Dachau. Certaines sont reparties, on ne sait pas bien où, et d'autres sont restées jusqu'au bout. Et c'est le cas de maman. Oui. Ça sentait déjà la fin à ce moment-là. Tout était confus, les ordres étaient contradictoires. Et puis les Boches étaient plutôt nerveux. Il faut les comprendre, hein. Ils craignaient soudain pour leur peau, les pauvres petits. Hein. Il y en a même qui avaient un soupçon de compassion pour nous. C'était dérisoire. Hein. Ils faisaient des gestes amicaux, ils nous jetaient des regards mouillés. La vérité, c'est qu'ils crevaient de trouille. Oui. Ça veut dire que c'était moins difficile à vivre? Oh non, non. Bien sûr, il y avait d'autres gardiens qui, eux, ne se faisaient pas d'illusions sur leur sort. Ceux-là, c'étaient les vrais, les durs, les salauds. Plus ils voyaient la fin approcher, puis ils en rajoutaient dans l'horreur. Il y a des images terribles, Julien. Et puis le camp a été libéré? Hein? Et puis le camp a été libéré par les Américains, et nous sommes rentrés à Paris en août 1945. Ah, je suis fatigué, je vais aller me coucher, je crois. Et maman? C'est là que j'ai rencontré ta mère. À Paris. Il se peut que je l'ai vue au camp, mais je ne m'en souviens plus. Ça s'est passé à Paris. Il y avait eu une réunion d'anciens déportés, elle était là. On a échangé quelques mots. Elle était belle. Elle était triste. Elle m'a plu. Et comme je ne lui étais pas indifférent, je lui ai demandé sa main, et puis je l'ai épousée, voilà. En août 1945, tu dis? Oui. Et j'ai épousé ta mère en septembre. Oui, ça je sais, mais... Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas, papa. Comment j'ai pu naître le 20 janvier 1946 si vous vous êtes rencontrés en août 45? Tu dois te tromper dans les dates. Ah, c'est possible. Mais enfin, attends, papa, ce sont quand même des choses qui me concernent, je regrette. Je sais bien que ça n'est pas facile de s'y retrouver entre un père qui raconte volontiers ses souvenirs et une mère qui les cache. Mais enfin, ce que je veux, c'est simplement comprendre. Je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Le camp de Dachau a été libéré quand? En 1945. Oui, mais quand en 1945? Au début. En avril, je crois. Oui. Fin avril, le 29 avril. Bon. Et vous êtes revenu en France... Attends. Mais alors c'est à Dachau que tu as rencontré maman? Non.
Et puis oui, je ne sais plus, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Oui, c'est ça, c'est à Dachau, j'ai sommeil. Je ferai, on parlera de tout ça demain, ça sera mieux. Mais enfin, c'est non ou c'est oui? Mais enfin, mais toi qui adores me raconter tout ça, qui m'emmerde avec ta mémoire depuis des années, c'est le moment. Quand j'ai rencontré... Moi, personnellement, je t'aurais dit tout ça plus tôt. Mais tu m'aurais dit quoi, papa? Quelle idée de vouloir cacher ce qu'on est. J'ai aimé ta mère, Julien. Je l'ai respectée, mais je n'ai jamais été d'accord avec elle sur ce point. Jamais, tu entends? C'est tellement con, l'histoire. Maintenant, elle est partie. Elle me laisse là, avec toute cette merde. Julien! Mais Julien! qu'est-ce qu'il y a, papa? Quand j'ai rencontré ta mère, elle était enceinte, voilà. Elle était désespérée. Elle m'a touché, alors je me suis marié avec elle. Et quand tu es venu, je t'ai donné mon nom, voilà. C'est ça, l'histoire, c'est ça, l'aventure. Hein. Je ne suis pas ton père, tu n'es pas mon fils. C'est beau, hein? Après 40 ans de vie commune, après 40 ans d'amour approximatif. C'est la vérité, Julien. J'essaye d'avoir une réaction. Mais ça vient pas. C'était une époque très troublée. Alors je suppose que j'ai un père qui traîne quelque part sur la planète? Pas sur la planète, Julien. Sous la planète. Il est mort. Ah, parce qu'évidemment tu sais qui c'est? Mais évidemment. Tu vois, Julien, tu vas trouver ça bête. Hein. Enfin, j'ai toujours considéré, depuis le jour de ta naissance, que ton père c'était... Enfin, je veux dire, que c'était moi. Mais, enfin, tout ça c'est du blabla. Tu le sais bien. On va pas se faire des déclarations non plus. Alors, qui c'est? Un ami à toi? Un déporté? Ça n'a aucun intérêt, Julien. Je veux savoir qui c'est. J'aurais dû venir seul. Dis-moi qui c'est, comment il s'appelle? Son nom, c'est Otto Krooswald. Otto Krooswald? Oui, Un Allemand? oui. Un déporté allemand? Non? Mais quel genre d'allemand? Un genre de gardien. Un SS comme tous les autres. Parce que maman fait l'amour avec un SS? Il ne lui a pas demandé son avis.
C'est terrible. Je n'arrive pas à m'y faire. J'ai beau tout mettre bout à bout, tout reprendre, tout considérer. Le mensonge, l'horreur, le temps qui passe, le temps qui reste et tout ça. C'est trop dur. Même quand je fais la part des choses, j'ai encore la plus grosse part. Quelle connerie. Et dire que je me suis tapé 1000 kilomètres pour entendre ça. Non mais c'est incroyable. Je me promène dans cette ville depuis des heures. J'arpente les rues, je regarde mon visage dans les vitres des magasins. Je m'assois sur les bancs publics, je m'accoude au parapet des ponts. Je pense à moi. Je me dis que j'ai fait ma vie. Qu'elle n'est peut-être pas formidable. Qu'elle n'est pas si moche que ça non plus. Que j'ai des qualités. Des qualités. Qu'est-ce que je suis vraiment au fond? Fils de SS. Fils de SS. Fils de SS. Fils de SS. Il paraît que quand on répète les choses comme ça à l'infini, elles perdent leur sens. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais petit avec le mot fourchette. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi, ça devient grave. J'ai ce venin là, dans la tête. Ça ne sort pas. Ça ne sortira plus. Fils de SS. C'est affreux. Je me sens responsable de tout maintenant. De l'Holocauste, de la barbarie, de la mort. J'ai l'impression d'avoir le trousseau de clés du diable accroché à ma ceinture. Ça fait chier. Merde. Ah ça, bien sûr. Ah, c'était plus facile quand j'étais un enfant de victime. Évidemment. C'était plus léger. Rien à penser. Rien à devoir à personne. Cette sensation d'être du bon côté de la barrière. D'avoir les mains propres. Putain d'histoire universelle. Saleté de secret de famille à la con. Bienvenue à Dachau, la terre de cendres et de souvenirs. Ville d'angoisse et de déprime. C'est terrible. Toute cette violence que je sens soudain en moi. Je sais pas comment on fait pour oublier les choses. J'ai pas appris, moi. Je n'ai jamais rien eu à oublier de ma vie. Otto Kreuzwald. Et en plus, à tous les coups, je lui ressemble. Et j'ai imposé ça à ma mère pendant 40 ans. Un visage de violeur. Et des petits sourires en coin. Et des caprices. Et des colères. Et maman, je veux ci. Et maman, je veux ça. Et prends-moi dans tes bras. Regarde comme je suis beau. Regarde comme je suis fort. Et qu'est-ce qu'elle a dû penser de moi? Otto Kreuzwald. Eh bien alors, Julien, où tu étais? C'est que je t'ai cherché partout, moi. Eh oui, on se cherche, on se trouve, on se perd, et parfois on a du mal à se reconnaître. Est-ce que tu crois que c'est raisonnable, hein, de partir d'une chambre d'hôtel à 3 heures du matin et disparaître comme ça, sans un mot? J'étais inquiet. Faut pas exagérer non plus. Je te dis que j'étais inquiet. J'ai le droit, non? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais avec ce ballon? Rien. C'est un enfant légitime qui te l'a donné. Mon pauvre Julien. Je me mets à ta place, tu sais. Non, stop. On s'arrête là. Hein. Ne fais plus rien. Ne te mets à la place de personne et surtout pas la mienne, je t'en prie.
Ma place est prise. Il faut dire que je lui avais payé une glace. À qui? Au petit garçon. Formidable. Je lui ai offert une glace et en échange, il m'a donné son ballon. C'était un petit Allemand aux yeux bleus, avec une culotte en peau de bête. Il souriait comme un soleil. Il était avec son père. Il parlait bien le français, ton père, tu sais? Son père, c'était un ancien instituteur. Il était tout content de discuter avec moi. Et quand je lui ai dit que j'étais un ancien déporté du camp, il a été très ému. Et moi, ça m'a ému qu'il soit ému peut-être parce qu'il était allemand. Peut-être bien. Oui. Ils sont très émouvants, les Allemands. Il m'a raconté sa vie. C'était bien. C'est un type de gauche un peu écologiste, un peu socialiste. Sa famille habite Dachau depuis des générations. Figure-toi qu'en 1945, c'est... Oui. Rien. C'est bête, hein, mais... J'avais peur que tu fasses une bêtise. Ah bon? Mais quelle bêtise? Je ne sais pas. Une bêtise. Comme il y avait ta voiture devant l'hôtel, j'ai pensé d'un seul coup... Rassure-toi, je suis trop vieux pour mourir à cause de ma naissance. Et trop lâche aussi, sûrement. Toute cette nuit, j'ai essayé de te haïr. Maman aussi, évidemment. Mais c'est différent. Ne me demande pas pourquoi c'est différent, je ne sais pas. Il me semblait plus logique de te haïr toi. Eh bien, je n'y suis pas encore bien arrivé. C'est peut-être de la faiblesse. Je suis presque content de te voir en plus. C'est complètement idiot. Tout à l'heure, je suis monté dans la voiture et je me suis dit, tiens, je vais laisser là, tout seul, avec son camp, sa mémoire, ses Allemands, et puis il se démerdera. Alors tu vois, j'ai démarré, j'ai mis le contact et j'ai pas fait 10 mètres. Ne me touche pas, tu me feras plaisir. Dis donc qu'il est 11 heures. On ne peut pas dire que tu m'as cherché avec une grande constance. Je t'ai cherché, Julien. Je suppose que tu as été voir le camp. Oui. Et alors? Et alors rien. Ah bon? C'était le camp. Il paraît qu'ils l'ont conservé en l'état. Moi, ça m'a paru tellement différent, tellement propre, tellement vide. Du bois, de la terre, des pierres, enfin ce qu'il en reste, des miradors, et c'est tout. Je n'ai senti aucune sensation, Julien, rien. Hein? La douleur, les larmes, tout est là. Alors c'est peut-être moi, hein, le monument qu'il faudrait visiter, moi et tous ceux qui restent. La vraie mémoire, Julien, je crois que ce sont les hommes qui en ont le secret, pas les pierres. Ouais, mais tu vois, malgré tout, je me dis que c'est peut-être bien d'avoir conservé ce foutu camp. Pour tous les autres, pour ceux qui viendront, pour l'image. Il faut peut-être une image aujourd'hui, je ne sais pas. Il y avait une classe de lycéens en visite, des Allemands, tu te rends compte? Je me demande ce qu'ils pensaient de tout ça. Ils étaient là, silencieux, attentifs. Alors je me suis dit que tous les deux, on pourrait peut-être aller là-bas et puis... Non. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. C'est peut-être bien des larmes. Je ne suis pas sûr. Tu veux un mouchoir? Non. Je ne veux rien. Je vais attendre. Je vais peut-être pleurer jusqu'à ce que cette terre soit humide. Je voudrais bien pleurer jusqu'à noyer les tons. Ça serait idiot de se faire remarquer. Mais je veux me faire remarquer. Je veux qu'on voit ma gueule de fils de Boche. Mais tu n'as pas une gueule de Boche. Tu es né à Levallois. Pourquoi maman n'a pas avorté?
Je ne sais pas, Julien. Tu te souviens quand j'ai tabassé le fils d'Aumônier en 62? Bien sûr, je m'en souviens. À cause de ça, j'ai pas parlé au père Monnier pendant 10 ans. Eh bien, j'avais menti. Ah, Il ne m'avait rien fait, le fils Monnier. Je lui ai foutu une trempe par plaisir. C'est peut-être bien ça, l'atavisme. Il y a des matins, quand je me regarde dans la glace, j'ai une sorte de petit rictus. Quelque chose de malsain, tu sais. L'air de regarder en dessous des choses. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Comment il était. qui? Mon père, Un type ordinaire, je suppose. physiquement, je veux dire. Je ne sais plus, c'est loin tout ça. Il était marié. Mais comment veux-tu que je le sache? Il avait bien une famille, des frères ou des sœurs, des parents, je ne sais pas, il doit bien y avoir une photo quelque part. Je ne sais pas, Julien. Rien n'empêche de penser qu'il avait une famille, des enfants très gentils, qu'il adorait faire sauter sur ses genoux le soir en rentrant chez lui. Je ne sais pas. Il est mort comment? Pendu. Tu m'as fait venir pour ça. Pourquoi? Pour me dire toute cette merde. Je ne sais pas. Tu sais, c'est drôle, je me sens mieux maintenant. Plus léger. C'est terrible à dire, hein, mais j'ai l'impression d'être enfin libre. Je ne sais pas ce qu'est cette liberté, mais tu vois, j'ai l'impression qu'elle a de l'importance. C'est bête, hein? Mais non. Je trouve seulement que le prix de ta liberté est un peu dur à payer. Enfin, je veux dire, pour moi. Enfin, j'imagine que tu as mérité le droit à la sérénité. Après tout, le fils naturel d'Otto Creusval te devait bien ça. Mais le fils d'Otto Creusval n'existe pas. Tu me permettras d'en juger par moi-même, s'il te plaît. Enfin, c'est bien. Je vois que ta haine des Allemands ne t'a pas empêché d'en être un pendant 40 ans. Mais je n'ai jamais eu de haine contre les Allemands. Quelle idée. Bon, des fois, je dis des choses, c'est vrai. Ça m'échappe, d'accord, mais ça n'a pas de sens. Ça vient comme ça, c'est des mots, des lieux communs. C'est pratique. Je n'en veux à personne, moi. Je sais très bien que la douleur, l'horreur n'a pas commencé avec les Allemands, ni sombré dans leur défaite. Je ne suis pas naïf à ce point. Ce que je hais, c'est la folie. Ce que je hais, c'est la guerre, la folie de la guerre, la mort. Voilà. J'en veux à la folie des Allemands, mais pas aux Allemands eux-mêmes. Enfin, tu sais tout ça aussi bien que moi. Et dire que la semaine dernière, je me plaignais au bureau d'avoir une vie quelconque. Une vie sans histoire. C'est réussi. Je ne sais plus quoi faire. Enfin, je veux dire maintenant. Je suis complètement paumé. Bon alors, papa. Je peux quand même t'appeler comme ça, mais après toutes ces années, on ne va quand même pas changer nos habitudes. Je ne vais pas commencer à jouer les orphelins à 40 ans. Et puis, on n'est pas si mal assortis tous les deux. Peut-être même on se ressemble un peu. Puis on a le même nom. Ça crée des liens. Toi, tu vas tranquillement finir par oublier ta blessure. Et moi, je vais commencer à souffrir de la mienne. C'est normal. On se passe le relais. Tiens, il faudra que tu me prêtes ce livre sur Dachau, tu sais, celui dont tu me parles depuis longtemps. Enfin, tu vois quoi. En rentrant, je vais raconter tout ça à mon fils. Tel que je le connais, il va trouver que c'est une histoire géniale. Parce qu'elle a un sens historique. Il adore le sens historique des choses. Et puis, il va te trouver formidable d'abnégation. De toute façon, il t'adore comme un vrai grand-père, alors. Puis la vie continuera. Je ne sais pas comment, mais elle continuera. Le plus drôle dans toute cette histoire, tu vois, c'est que si tu m'avais dit tout ça, quand j'étais môme, en cachette de maman par exemple, bien je sais pas moi, aussi bien
on se serait aimé comme des fous pendant 40 ans. On se serait pas raté comme on l'a fait. Et peut-être que ça aurait été pire. C'est vrai. Bon, on ne va pas rester là des heures. Faudrait s'activer quand même, non? J'aimerais bien que tu m'amènes un petit peu voir ce camp. Bah, c'est que je n'y connais rien, moi. Je suis comme l'agneau qui vient de naître. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Comme tu veux. Puis après, on ira boire une petite bière. À Dachau. D'accord. Et puis on va discuter. Si tu veux. Je suis sûr qu'à partir de maintenant, on a plein de choses à se dire. On va tous raconter. Depuis le début. D'accord. Tu vois, il est étrange ce voyage au fond. On a complètement raté l'aller, mais je suis sûr qu'on va réussir le retour. C'est toujours comme ça. On pourrait peut-être s'embrasser. On va pas faire de mal. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et plus souvent lundi sera dimanche, mais la rage. Encore une fois. Dans le rôle du fils, Félix Bensadia. Dans le rôle du père et metteur en scène, Jean Mayer. On tient à remercier également les personnes, nos deux régisseuses qui sont à la technique, sans qui ce spectacle ne pouvait pas voir le jour. Donc je vous demande de les applaudir. On doit remercier aussi le public, sans qui le théâtre n'existait pas. Donc on vous remercie. Bravo le public. Donc il est prévu après la représentation, donc c'est-à-dire maintenant, ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire que l'auteur de la pièce, Gérald Aubert, nous a fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous ce soir. Il y a Christian Brasse, un enfant de Cajar, qui est là aussi pour témoigner, parce que lui aussi, son père a été déporté à Dachau. Donc ils vont venir tous les deux s'asseoir au bord de la Seine. Et puis si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Ensuite, après ce bord de Seine, la compagnie La Métacorde vous paiera le coût de l'amitié. Ça nous fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et de boire un coup et puis discuter un peu de tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir poser des questions à Gérald, à Christian et puis à nous si vous le souhaitez. Voilà. Merci encore. Hop, et puis là, on descend. Hop, hop, hop.